Dans le cadre des rencontres photographiques du 10e, l'Union des photographes professionnels et le collectif FETAR s'associent pour la réalisation de podcasts avec les artistes exposés. Nous sommes avec Antoinette Girette, Julien Bonner et Souleymane Bachir Dio. Antoinette et Julien, vous êtes deux jeunes artistes queer, réalisatrices. Le travail d'Antoinette gravite autour des différents aspects de son identité de femme afrodescendante. À travers son objectif, Julien questionne les dynamiques de domination qui composent notre société. Ensemble, vous proposez une vision poétique et engagée de notre existence dans le but de développer un nouvel imaginaire. Vous racontez en particulier la difficulté de l'émancipation de l'identité queer en Martinique. Souleymane, vous êtes un artiste visuel né et élevé au Sénégal, vivant entre Dakar et Paris, membre du collectif d'artistes atelier Ndokete. Photographe autodidacte, vous avez trouvé dans ce médium, à la lisière du documentaire et de la mise en scène, un moyen d'exprimer, d'expérimenter et de raconter les réalités que vous vivez. La photographie représente pour vous un outil de rencontre et de discussion, vous permettant de mettre en forme la mémoire des liens que vous tissez et la manière dont votre rapport au monde se transforme. Votre travail est régulièrement exposé en France et en Europe. Vos œuvres ont été sélectionnées parmi les 10 finalistes de la 38e édition du Festival international d'hier pour le concours de photographie. Souleymane, on va commencer par vous, si vous le voulez bien. Yes, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous présentez votre série Sous Torah, La voix Mhm, silencieuse des hommes. Donc, vous initiez une réflexion sur la masculinité à travers l'utilisation du vêtement dans la mhm. tradition africaine. Donc, d'où vient cette série et comment l'avez-vous conçue? Bonjour tout le monde. Sotora a commencé un peu comme une introspection. Mhm, C'est arrivé à un moment où je cherchais déjà à orienter mon travail sur si je peux le dire, sur des sujets qui me concernaient un peu plus, ou en tout cas utiliser mon travail comme un médium pour m'explorer un peu plus mhm, individuellement et aussi en termes de d'influence collective, ce que j'ai pu recevoir en grandissant de la part de mon éducation et voilà, avoir un autre regard par rapport à tout ça. Et du coup, dans ce sens-là, Sauteré est arrivé comme le premier, le premier élément, le premier artefact dont je me rappelle en fait quand je pense à la façon dont j'ai été élevé au Sénégal, dans ma mhm, famille, où Sauteré représente, fait référence à la pudeur, mhm, à à une façon de se comporter en société, à une façon de se comporter parmi les siens, où il y a une grande place laissée à la pudeur, où on va éviter de s'exprimer de certaine manière, d'exprimer certaines choses, de trop étaler, en tout cas pour les hommes, et moi, comment je l'ai vécu, sa vie sentimentale, son expression l'expression de sa vulnérabilité. Et mhm, du coup, ça a aussi, ça a trouvé un écho, on va dire, dans mon parcours de vie de ces dernières années, où j'ai ressenti de plus en plus, en fait, le besoin de m'exprimer auprès des gens qui m'entouraient, auprès de ma famille, auprès de mes amis. Et je me suis retrouvé, en fait, dans des moments où je me suis rendu compte que certaines choses qui étaient en tout cas, qui m'avait atteint d'une certaine manière et qui avait modulé mes sentiments de cette manière ces quelques mois, ces quelques années. Choses-là, j'avais du mal à les exprimer. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser la question de l'expression de la masculinité, j'allais dire au sein de pour ne pas généraliser au sein de ma famille, en tout cas dans les environnements dans lesquels j'ai grandi, et plus mhm. largement au Sénégal. Et c'est là où j'ai commencé à me poser la question, en fait, de cette masculinité et des façons qu'elle avait de se dire, en fait, surtout par rapport à sa vulnérabilité. Et donc, j'ai commencé
principalement juste discuter avec les gens Mhm. sur ce tour, sur la façon dont justement les personnes vivaient cette pudeur-là et les contraintes que ça mettait en place. Parce que j'avais aussi cette impression d'être un peu le seul à le vivre comme ça, en tout cas, comme une forte contrainte, etc. Et à force de discuter, en fait, j'ai recueilli des témoignages, j'ai recueilli ouais, des témoignages, en fait, la façon dont les personnes le vivaient. Et j'ai eu de plus en plus envie, donc, de mettre en scène, en fait, cette chose-là, cet état-là, en fait, où j'ai l'impression d'avoir un ensemble de choses à dire, Mhm. mais au final, j'arrive pas à les dire juste parce qu'en fait, je n'ai pas les mots, ou je n'ai pas l'habitude qu'il faut, ou je n'ai pas le contexte qu'il faut pour être à l'aise, pour exprimer dans ce sens-là. Et c'est là où, au fur et à mesure, j'ai eu envie de prendre Soutouré qui représente une contrainte, qui représente un espace où il faut faire attention à ce qu'on dit. Et Mhm. j'ai eu envie de le transformer en un espace, en fait, où au contraire, c'est un espace tellement pudique, un espace qui nous permet de nous retrouver entre nous, que normalement, pour moi, devrait construire un espace de liberté, en fait. Un espace où, quel que soit le type de sensibilité ou de vulnérabilité, on devrait arriver à l'exprimer dans cet espace-là. Et donc, vu que je partais de quelque chose dont je n'avais pas forcément l'habitude de l'expression, j'ai vu dans le vêtement aussi, on va dire, mon support d'écriture. En tout cas, sur cette phase-là, support d'écriture dans le sens où, justement, quelle que soit la manière dont Soutouré essaye de moduler, de façonner l'expression, et en Mhm. l'occurrence ici l'expression masculine, Mhm. le vêtement, en fait, au final, fait office de révélateur, fait office d'indicateur, et quel que soit ce qu'on cherche à cacher ou à dissimuler, le vêtement le dit, parce que le vêtement et en tout cas, par rapport justement à l'univers visuel, esthétique que j'ai eu en grandissant, le Mhm. vêtement est cet élément-là qui, quels que soient les contextes, quel que soit le type de personne qu'on a en face de soi, permet de dire beaucoup de choses, en fait, permet sciemment déjà permet voilà, de formaliser soit un certain statut ou de formaliser un certain état émotionnel. Et parfois, au-delà de ce qu'on pense vouloir dire à travers le vêtement, parfois, il y a des choses un peu plus inconscientes qui finissent par transparaître via le vêtement. Et du coup, j'ai eu envie de faire ce travail-là entre ce qui est caché par ce travail émotionnel-là dont je n'ai pas l'habitude et ce qui inévitablement finit par transparaître via le vêtement. Et c'est là où j'ai eu envie voilà, d'explorer le vêtement en tant que support d'écriture. Et donc de le travailler avec des gens. Donc, il y a des parties en autoportrait, il y a des parties où je fais poser des amis, mais où on ne voit pas forcément les gens et on est directement confronté au vêtement, comme si le vêtement venait nous parler et venait nous dire parce qu'on n'arrive pas à dire en fait. Et c'est comme ça donc que j'ai progressivement construit la série en prenant des vêtements, en discutant avec des amis et en se retrouvant juste à la maison et en prenant les photos de cette manière-là. Et après, au fur et à mesure aussi, j'ai inclus une partie nature morte à ce travail-là pour aller justement au-delà de ce qu'on arrive, ce que euh, l'expression personnelle n'arrive pas à mettre en avant. Mhm. J'ai essayé aussi de le formaliser avec des objets, avec le tissu et le vêtement aussi, pour essayer de représenter et de rappeler des moments de communion, des moments d'ensemble où on se retrouve par exemple autour d'un repas, où on se retrouve autour en tout cas d'un moment par exemple où on échange de la nourriture, en même temps il y a de la conversation, mais où finalement, en tout cas moi en ce qui me concerne, facilement on se retrouve aussi seul. On se retrouve seul face à la nourriture, on se retrouve seul face aux gens
sans pouvoir nécessairement s'ouvrir aux gens. Et donc, D'accord. globalement, ça fait comme un état des lieux, j'ai envie de dire, comme un Mhm. moment où je vais pas forcément remettre en question tous ces éléments-là, mais je veux d'abord juste les observer et me ressentir dans tout cela et juste ressentir comment j'ai pu me sentir et comment je me sens progressivement dans cet environnement-là. Très bien. Antoinette et Julien, créer cet espace de liberté, se révéler. Donc, on va parler de l'identité queer en Martinique avec cette série Le Chant des Lucioles. Euh, Comment est née cette série, Antoinette et Julien? Moi, ça faisait à peu près 5 ans que je me rendais en Martinique pour travailler sur une série là-bas. Et du Mhm, coup, je me suis fait un peu mon monde aussi là-bas avec mes amis. Je passais un peu une partie de mon temps là-bas. Et j'ai été vraiment soulagée par le fait de me dire que là-bas, ma couleur de peau n'était pas un problème. En mhm, revanche, la partie de mon identité que j'arrivais pas à bien exprimer là-bas, c'était la partie de mon identité qui était queer. mhm. Là où à Paris, c'est un peu l'inverse. Et du coup, en avril dernier, je me suis rendue en Martinique avec Julien, où au départ, moi, j'avais envie de faire un documentaire, mais c'était pas très précis. Ça, c'était en 2022. Et ça, c'était en 2022. D'accord. Et voilà. Et Julien, je te laisse. Continuer. Ouais, moi, je voulais faire une série photographique initialement sur la jeunesse militante en Ouais. Martinique. Mhm, Et on a vu qu'on avait des idées qui étaient complémentaires et qui se rejoignaient beaucoup. Donc, on s'est dit qu'on allait travailler en commun et faire les deux, en fait, faire une série photographique et un film documentaire. Et progressivement, en rencontrant des personnes sur place et même à Paris, mhm. on s'est rendu compte que l'identité queer, enfin les identités queer, était quelque chose qui pouvait ressortir tout en étant plus ou moins caché, en tout cas en Martinique. Et c'est comme ça, du coup, qu'on s'oriente vers les identités queer martiniquaises. Donc, Mhm, on a passé des annonces sur Instagram. On a rencontré la seule association LGBT de Martinique qui mhm, s'appelle Cap Caraïbes, mhm. qui nous a mis en contact aussi avec des personnes sur place. Donc, on rencontre au total 25 personnes qu'on a photographiées, qu'on a interrogées face caméra. Ouais. Donc, le but à travers cette série, c'était pas forcément de mettre en avant les stigmates que peuvent vivre donc les personnes queer en Martinique, même si Mhm. ça fait partie de l'identité queer martiniquaise. Parce que dans l'univers de l'art, dans le cinéma, on montre beaucoup de personnes queer qui souffrent. Ouais. Et donc, en tant que personne queer, on intériorise en fait le fait que on va évoluer dans une société qui va nous faire souffrir et ça devient dur d'imaginer aussi un autre modèle d'existence. Donc là, l'idée à travers cette série, c'était vraiment de questionner les personnes pour qu'elles parlent d'amour, que ce soit l'amour au sens large, l'amour de soi, l'amour amical, familial, l'amour de l'île. Et voilà, donc elles se sont livrées à nous et c'est comme ça qu'on a réalisé la série photographique, ainsi qu'un court D'accord. métrage. Et comment vous vous répartissez les rôles? Parce que travailler à deux, c'est pas ça peut être évident et mais pas toujours. Surtout que vous avez deux médiums qui se complètent, mais qui ont des narrations très très différentes. Et ce qui s'est passé, c'est que comme nos projets se rejoignaient beaucoup et on finit par en former plus qu'un, et Mhm. que on a une sensibilité artistique qui est très proche, on fait vraiment moitié-moitié, c'est-à-dire que j'ai mis un pied en photographie, il a mis un pied en réalisation pour créer un travail commun. Donc, ce qui va se passer pour la série photo, par exemple, c'est que il va y avoir un mélange de nos photos. Et Mhm. comme on a un regard qui se complète et qui est assez commun, c'est pratiquement impossible de savoir qui a pris quelle photo. D'accord. Et pareil pour la réalisation, nos plans se mélangent. Et du Ouais. coup, en fait, le but, c'est aussi de créer cette mosaïque pour montrer la pluralité de l'identité queer martiniquaise à travers notre regard, comment nous on l'a perçu en tout cas. Et du coup, cette pluralité naît aussi
du travail qu'on fait ensemble et qui se rejoint, qui se complète, qui s'entremêle. Hmm. Et aussi pour revenir sur les identités queer, il faut aussi bien l'interroger selon un contexte intersectionnel, parce que l'identité queer ne sera pas la même qu'on va trouver dans l'Hexagone, par exemple. Il y a Mhm. tout un contexte colonial et aussi même racial, en fait, en Martinique, qui rentre en compte, l'insularité aussi. C'est quelque Mhm. chose qui peut beaucoup peser sur les personnes martiniquaises, qui, où il y a beaucoup, en fait, la réputation. La réputation où les gens se connaissent, on Mhm. rencontre, en fait, on croise constamment des personnes qu'on connaît en Martinique. Oui, Donc, le cocon familial peut vraiment faire très attention à sa réputation. Et c'est pour ça que les personnes queer vont avoir tendance à cacher et à grandir en pensant en intériorisant une incompatibilité sexuelle et amoureuse avec la Martinique. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont amenées en fait à quitter la Martinique. Ça peut être pour plusieurs raisons. C'est d'abord celle-là, c'est les personnes queer, mais aussi pour des raisons structurelles où c'est compliqué de se développer, donc de faire des études professionnellement parlant en mhm. Martinique parce que bah, tout est fait en fait pour le tourisme et non pas pour les habitants qui vivent en Martinique. Mais dans les personnes qu'on a rencontrées, on a aussi trouvé des personnes qui ont quitté l'Hexagone pour se retrouver en Martinique parce que l'idée c'était vraiment de quitter un foyer, un cocon qui était toxique pour pouvoir évoluer individuellement. Et donc, on D'accord. a trouvé tout type de profil, vraiment des personnes qui se voyaient partir pour pouvoir évoluer, des personnes ne se voyaient pas vivre ailleurs, des personnes qui sont venues en Martinique. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être assez propre en fait aux Antilles où les histoires se ressemblent dans la continuité coloniale. Et j'imagine que c'est un travail de longue haleine, que ce soit vous, Souleymane, votre série, vous avez mis combien de temps à la créer? Pour Sotora, j'ai commencé en 2021 vraiment. Mhm. On va dire ouais, en 2021, surtout lorsque j'ai intégré le programme de mentorat de l'agence Vue et du Fonds Régnier. C'est à Ouais. ce moment-là où j'ai eu un cadre où j'ai pu vraiment poursuivre sur un moyen terme, donc 9 mois, le projet. Donc pour l'instant, le travail il est encore en cours Mhm. et donc il dure depuis un peu 2 ans. D'accord. Et le système du mentorat, vous, ça vous a permis de voir plus clair, je dirais, conseillé, guidé, de pouvoir discuter. Comment ça s'est passé? Oui, en fait, ouais, c'est complètement ça. Parce que quand j'avais commencé à réfléchir le projet, en tout cas à faire mes recherches, à écrire, à commencer à discuter avec les personnes, peut-être 3, 4 mois avant. Mhm. Et à un moment donné, je suis arrivé à un point où j'avais l'impression, entre guillemets, je tournais en rond, surtout que j'arrivais pas à avoir les retours en termes surtout sur la partie photo Mhm. et dans la cohérence que je voulais apporter à la série, même si on était au tout début. Et intégrer le mentorat m'a permis d'avoir déjà un espace où j'avais des personnes avec lesquelles échanger de façon très régulière sur l'avancée du travail, sur le contenu du travail et le sens qu'il était en train de prendre au fur et à mesure. Donc, dans le cadre du mentorat, j'avais principalement deux mentors, une photographe et une autre personne, on va dire un peu plus orientée sur le milieu professionnel, Mhm. donc qui était la galeriste de l'agence Vue. Et Mhm. ces deux personnes-là m'ont permis de travailler progressivement sur la série et de la construire au fur et à mesure. Et c'est de cette manière que j'ai pu, parce que la série a presque changé de physionomie au fur et à mesure. En tout cas, c'est précisé au fur et à mesure. C'est-à-dire? C'est-à-dire? C'est-à-dire que, par exemple, au début, dans ma façon de mettre en scène et de faire mes prises de vue, j'étais on va dire, sur des tableaux un peu plus chargés en termes d'éléments que je voulais inclure, en termes aussi de décors que je voulais mettre en place.
Et au fur et à mesure, en fait, j'ai affiné de plus en plus le travail que je voulais faire, en étant un peu plus précis sur mes décors, sur ma composition, etc. Et ça, c'est à force de discuter avec, ma mentor photographe, c'est Magali Lambert et Caroline Benichou. Et c'est les deux personnes qui m'ont principalement poussé à préciser un peu plus mon discours, même Mhm. si, par exemple, le contexte culturel était un peu, on va dire, éloigné de ce qu'elles pouvaient connaître, Mhm. mais elles ont pu en tout cas, me permettre d'avoir accès à certains outils et me guider au fur et à mesure. Ok. Antoinette et Julien, c'est un travail de longue haleine aussi. Est-ce que votre pratique est-ce que vous aviez un protocole de départ, par exemple, entre le film et la photo, ou ça a évolué au fur et à mesure de la création de la série photo? Je comprends pas ce que tu entends par protocole. Ah, est-ce qu'il y avait au tout départ, est-ce que vous aviez une idée de ce que vous alliez photographier au niveau des portraits et de toi, de ce que tu allais filmer? Ou est-ce que c'est en arrivant, je dirais, sur place que vous avez pu au fur et à mesure, je dirais, vous orienter et trouver ce que vous alliez à photographier? Est-ce que vous aviez Euh, déjà des idées, un peu des choses préconçues qu'est-ce que vous aviez imaginé peut-être photographier? on avait déjà des idées, on avait déjà établi un mood board, on savait déjà Mhm, où on allait aller. En revanche, ça s'est vraiment créé aussi en fonction des rencontres. Et les rencontres, on a pu les faire vraiment quand on s'est déplacé, même si on a commencé les recherches avant. mhm, On a pu commencer à rencontrer les personnes que en étant sur place. Et du coup, en fonction de chaque personne, ça a influencé aussi la façon dont on allait les photographier et comment on allait inclure leur personnalité, leur histoire dans leur portrait. Même il y a quand même un fil qui joint toutes nos photos, chaque portrait est différent et la mise en scène est différente aussi en mhm. fonction de comment on a rencontré la personne, comment l'échange s'est passé en fonction du passif de la personne aussi. Ouais, je dirais que ouais, donc ça commence du coup, en avril 2022. Mhm. On est allé en Martinique en février là, de cette année. On Ouais. y est retourné là en mai-juin pendant un mois. Et donc c'est à ce moment-là que vraiment ça s'est dessiné, mais ça s'est vraiment fait au fur et à mesure, effectivement, des rencontres. Il y a eu souvent on préparait les rencontres avec les photos qu'on avait envie de réaliser, Mhm. les idées de plans vidéo, et chacun disait un petit peu ce qu'il avait envie, ce qu'elle avait envie de faire. Mais il Mhm. y avait quand même beaucoup d'improvisation parce que la personne, on lui demandait aussi dans quel endroit elle voulait aller. Et sur place, en fait, on improvisait en fonction du temps que ça nous avait pris. Donc, s'il y avait plus ou moins de lumière, s'il faisait déjà nuit, parce qu'en Martinique, à 17h30 il fait déjà nuit. Et, euh, et en fonction du décor, donc ça pouvait être très, très inattendu. Et souvent, on avait aussi de belles surprises pendant notre réalisation. Très bien. J'imagine que, enfin, peut-être vous avez montré les photos peut-être quelques rushs. Quelles a été les réactions des personnes photographiées ou filmées? Si on en a montré quand même quelques Ouais, photos dans la ouais, session de février, puisqu'on a eu le temps de les retoucher, de leur envoyer, ouais. et elles étaient quand même très contentes du résultat, de comment on avait réussi à les mettre en valeur, et on n'a pas vraiment eu de critiques, je trouve, sur les photographies, Il y selon a mes souvenirs. il y a une attente qui, j'imagine, doit être importante aussi, non? Sur cette évocation de l'identité queer en Martinique. Il y a une attente dans le sens où je pense que les gens, les personnes souhaitent pouvoir pouvoir en parler, pouvoir se voir, pouvoir discuter, ne plus se cacher aussi, ou en tout cas que ça soit moins violent, non? Bah, en fait, encore plus que la réaction des personnes face à leurs photos quand on leur montre
pendant le shooting, ça peut nous arriver de montrer des photos aussi. Oui, oui. Ce qui se passe, en fait, c'est que on avait un peu un système où on commençait d'abord par faire l'interview de la personne et pendant cette interview-là, on lui posait des questions qui Mhm. étaient, c'était des questions sur l'amour en général et sur son rapport à l'amour. D'accord. Et souvent, c'était des questions que les personnes elles-mêmes s'étaient jamais posées dans Mhm. leur vie. Et on a eu beaucoup de retours par rapport à ça, plus aux perspectives que ça a pu ouvrir et à ce que ça a pu leur apporter comme réflexion sur elles-mêmes, sur les autres, sur leur rapport à l'amour, que ce qu'il soit familial, amical, romantique, l'amour de l'île en général. Et Mhm. c'est plus un retour comme ça qu'on a eu où c'était plus lié à la rencontre humaine en fait et aux réflexions qu'on a pu apporter par rapport au sujet de l'amour. Ouais, on s'entend en tout cas que ça leur fait beaucoup de bien. C'est des questions quand même assez intimes, assez profondes, et c'était des questions qu'on leur avait pas souvent posées, et qui du coup, ils ne s'étaient pas forcément amenés à réfléchir. Mhm. Mhm. Et parce que le sujet de l'amour, c'est souvent un sujet qui est réservé aux personnes hétérosexuelles. Et donc là, leur poser des questions sur l'amour, ça leur a fait quand même beaucoup de bien. Et c'est à ce niveau-là, en tout cas, surtout dans la partie vidéo, que on a eu beaucoup de retours et les personnes vraiment se sentaient très soulagées et ça a directement en fait créé une connexion avec elles où bah, elles s'étaient beaucoup livrées en fait sur leur ressenti, sur leur existence et un peu comme une thérapie en fait par la création. Et du coup, en fait, même après, ça les mettait particulièrement à l'aise aussi en général, ça dépendait des cas, hein, mais ça les mettait quand même plutôt à l'aise pour poser pour la photographie parce qu'il y avait déjà une relation de confiance qui commençait à se créer. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parfait, parfait, parfait. Je m'interrogeais, est-ce que Souleymane, vous auriez une question à poser à Antoinette et Julien? Hmm. Mhm. En fait, ce que je trouve intéressant depuis tout à l'heure, c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler sur mon sujet, je Mhm. m'étais intéressé on va dire, aux communautés queer au Sénégal, dans le sens où, je ne sais pas si je peux effectuer une comparaison, mais la situation là-bas fait que, idem, justement, ce sont des personnes qui se cachent, ce sont des personnes dont la sexualité n'est pas connue, par exemple, des familles ou des membres de la famille, enfin, ou en tout cas des amis, etc. Et du coup, en me renseignant un peu, par exemple, à travers des articles de sociologues, etc., parce que c'est le seul moyen d'avoir on va dire, des retours de comment ces personnes vivent cette situation au Sénégal, Mhm. il y avait beaucoup ce fait-là, justement, de se cacher. Et du fait que ce contexte-là de Soutouré était au contraire peut-être même avantageux parce que ces personnes pouvaient vivre leur vie dans leur coin sans avoir à rendre compte à personne et en faisant attention au maximum. Et que Soutouré, en fait, finissait par être une couverture protectrice. Et du coup, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, Julien et Antoinette, je me demandais justement par rapport aux discussions que vous avez eues et tout, est-ce que il y a ce même positionnement-là de se dire que finalement, vivons mieux, vivons cachés, et c'est bien comme ça, on va rester comme ça, ou est-ce qu'il y a il y a un sentiment ou une démarche de plus en plus de vouloir exister, en tout cas d'être identifié comme membre de la société on va dire, sans trop craindre les répercussions. En tout cas, simplement, ouais, est-ce qu'il y a une démarche d'être de plus en plus visible, au contraire? Oui, euh, je dirais qu'il y a déjà ce qu'on a pu observer par rapport à nos rencontres et à nos recherches, c'est qu'il y a une génération qui a entre 40 et 50 ans qui est partie de l'île, qui commence à revenir, une génération qui est queer et qui revient aussi pour s'affirmer sur l'île. Mhm. On a une génération de jeunes qui partent effectivement pour bah, assumer leur identité ailleurs. Mais c'est Mhm. vrai que dans la jeunesse qui reste, en tout cas, c'est une jeunesse qui a envie d'exister et qui a envie de se battre pour exister.
On a aussi des personnes qui sont pas nées en Martinique, mais qui viennent soit de Guadeloupe, soit de France ou autre, et qui viennent en Martinique et qui peuvent vivre leur identité queer en Martinique aussi. Et c'est là qu'on voit que le problème aussi est pas forcément lié enfin, il est lié au contexte de la Martinique, mais c'est aussi lié au noyau, en fait, familial qui peut empêcher d'être soi. Et que quand on Mhm. coupe les liens avec ce noyau, ça peut nous permettre de grandir et d'être soi-même. Donc, on sent en tout cas une, une mouvance dans la soif d'exister qui a toujours été là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Mhm. Aujourd'hui, bah, il y a une association qui existe et qui permet aux gens de se réunir. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux aussi, c'est plus facile de trouver des contacts, de se renseigner. Donc, on sent la soif d'exister, oui. Ouais. Mais c'est vrai après que il y a quand même tout un monde queer en fait qui vit particulièrement la nuit, pendant les soirées, Mhm. caché par rapport au reste de la société, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de violence, il faut quand même le Mhm. rappeler, Mhm. mais que globalement il y a une envie de liberté et pour les personnes qui vivent cachées sans pouvoir exprimer pleinement leur identité, il y a une forme de souffrance et qui les amène souvent en fait à partir. Et c'est pour ça, comme disait Antoinette, il y en a beaucoup qui partent pour pouvoir se construire et être solides dans la façon de pouvoir s'affirmer et qui reviennent parce qu'ils ont envie, parce qu'ils se rendent compte que c'est leur racine, c'est là où ils sont nés et c'est là où ils ont envie de vivre librement. Parce que la Mhm. liberté est quand même ce qui est le plus mis en avant, en tout cas dans ce qu'on a entendu. Très bien. Et inversement, Antoinette et Julien, est-ce que vous auriez une question pour Suleiman? Moi, j'en ai une, mais peut-être qu'Antoinette, tu Mhm. veux la poser d'abord, si t'en as une aussi. Je t'en prie, pose ta question. Ok. Euh, je me demandais comment ta vision de la masculinité a pu évoluer. C'est la même question. C'est pour ça que vous êtes Bah, un tu duo, vois, c'est pour ça que vous êtes un duo créatif, c'est pour ça. vraiment Ouais. connecté. Connecté. Je me demandais comment ta propre vision de la masculinité, donc de ta masculinité, a pu évoluer avec le temps. J'essaye de placer ça dans le temps pour répondre de façon cohérente. Mais en fait, j'ai eu l'impression, à partir d'un moment vers l'adolescence, que j'avais pas les mêmes je sais pas, j'avais l'impression que j'avais pas les mêmes réflexes que les autres garçons, tu vois, à l'école, les autres garçons avec lesquels je traînais. On n'avait pas, enfin, j'avais l'impression que les gens commençaient à grandir, à s'intéresser à telle ou telle chose, à, j'ai envie de dire, en fait, à devenir homme, entre guillemets. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être en décalage. Franchement, je saurais même pas expliquer pourquoi. Mais c'est le sentiment que j'ai eu à ce moment-là et qui a duré, on va dire, peut-être jusqu'à mes 20 ans, ouais, jusqu'à ma vingtaine. Et en fait, toute cette période-là, du coup, je n'ai cessé d'avoir un regard par rapport à ce qu'on appelait masculin, en fait, à tout ce qu'on pouvait identifier comme étant comportement masculin ou comme étant la façon dont un homme devait se comporter. Pendant toute cette période, en fait, j'ai eu un doute par rapport à tout ça, à tout ce qu'on me disait comme étant le modèle d'un homme, en fait. Et donc, en grandissant comme ça, donc j'ai toujours remis en question, en tout cas entre moi et moi-même, hein, j'ai toujours remis en question ce que ça voulait dire d'être homme. Et souvent aussi, j'ai moi-même en grandissant, j'ai reçu des remarques par rapport à certaines façons que j'avais de tenir mon corps ou par rapport à la physionomie aussi de mon corps à cet âge-là où souvent, on va dire, j'étais comparé à une fille, ou oui, j'étais comparé à une fille en fait. Et donc, au début, ça me faisait très bizarre. Ça me faisait, je le réfutais, je comprenais pas pourquoi. Et plus ça allait, plus je me demandais pourquoi ça devait être un problème en fait, que je bouge comme ça ou que mon corps ait cette forme ou pas. Et plus ça allait, et plus aussi, par exemple, je m'impliquais dans ma pratique photographique. Et c'est là où j'ai commencé justement à vraiment, comment dire,
avoir un peu plus si je peux dire, ma conception de la masculinité comme étant finalement ce que moi je suis en tant que masculin et que finalement que c'est une chose relative, subjective, qui dépend de chaque entité qui se considère masculine, de se définir son propre masculin en fait. Et donc c'est un peu comme ça que mon sentiment en tout cas de la masculinité a évolué. Mais voilà, au début, ça a commencé par une gêne. Ça a commencé par un sentiment de pas être vraiment en phase avec ce que le masculin devrait être dans le dictionnaire sénégalais, j'ai envie de dire. Cool. Parfait. Merci infiniment à tous les trois. C'était une superbe conversation. On vous retrouve donc du 28 septembre au 28 octobre 2023 dans les lieux d'exposition des rencontres photographiques du 10e et particulièrement à la mairie. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Très belle journée. À bientôt. Au revoir.